Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits marquants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est attendu à Kigali pour la cérémonie de réinvestiture du président Paul Kagame. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le Premier ministre reçoit une délégation somalienne. Et dans l'actualité internationale en Ouganda, les réfugiés venus du Sud-Soudan atteignent le million d'individus. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République attendu à la cérémonie d'investiture de son homologue rwandais. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est attendu ce jeudi à la cérémonie de réinvestiture de son homologue rwandais, Paul Kagame, réélu 2 semaines auparavant à la magistrature suprême de ce pays frère et ami. Le président Guelleh a reçu une invitation officielle pour prendre part à cette cérémonie. Sa participation conforte donc les liens privilégiés existants entre les deux pays et les deux peuples. Les dirigeants des deux pays ont toujours œuvré pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Le président Paul Kagame a réussi l'exploit de refermer les plaies douloureuses d'une tragique période de l'histoire récente de son pays. Il bénéficie de ce fait d'un aura de dirigeants du monde entier et principalement des leaders africains. Une importante délégation accompagne le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh dans le cadre de ce déplacement au Rwanda. Au cours de ce déplacement à Kigali, en marge des festivités, le président Guelleh s'entretiendra avec son homologue rwandais. Il aura également des entretiens avec plusieurs de ses pairs africains. Le président Guelleh et Kagame feront un tour d'horizon des relations bilatérales, d'autant qu'ils ont mis leurs pays respectifs sur la voie du progrès et du développement durable. Sous la houlette du président Kagame, le Rwanda a réalisé d'importants progrès économiques et sociaux. Idem pour Djibouti. Djibouti et le Rwanda se sont rapprochés diplomatiquement et ont lancé une coopération active dans de nombreux domaines. Des accords et conventions ont été signés entre les deux pays. C'est le cas notamment de l'exemption des visas aux responsables des deux pays et qui sont porteurs de passeports diplomatiques. Des accords ont également été paraphés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Pays enclavé, le Rwanda va implanter dans nos zones franches des unités industrielles et commerciales pour échanger avec le reste du monde. La République du Djibouti étant connue pour ses infrastructures portières et logistiques de haut gamme. Le président de la République aura donc tous ces dossiers en charge lors de son déplacement à Kigali. Le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a reçu ce matin une délégation somalienne conduite par le ministre somalien de la télécommunication Abdi Ashur Hassan. La délégation somalienne a été introduite dans le bureau du Premier ministre par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications Abdi Youssouf Sougé. Ont assisté à cette réunion l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Adan Balalo, et le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assouebouh. La discussion a porté sur les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays depuis longtemps et surtout sur leur partenariat dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre somalien de la télécommunication a remercié le Premier ministre pour son accueil et a exprimé sa joie d'être à Djibouti. Il a indiqué les raisons de son déplacement qui visent donc à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des postes et des télécommunications. Il s'est déclaré impressionné par le potentiel dont dispose Djibouti en matière de télécommunications. De son côté, le Premier ministre a souligné l'importance des nouvelles technologies tant dans l'émergence des activités que la création des emplois. Il a également soulevé la problématique posée par la cybercriminalité, l'utilisation du net pour le recrutement de combattants extrémistes de tous bords. Le Premier ministre a par ailleurs évoqué l'engagement de la République de Djibouti dans la formation des forces de défense et de sécurité somaliennes à la participation des forces armées djiboutiennes au sein de l'AMISOM. Avant d'accompagner les responsables somaliens dans les bureaux du Premier ministre, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications Abdi Youssouf Sougé s'était lui-même entretenu avec la délégation de la République fédérale de la Somalie conduite par le ministre somalien de la Communication Hassan Ashur. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération en matière de télécommunications. Après la réception, une réunion de travail entre les deux délégations a eu lieu au sein du ministère où une convention de coopération a été signée entre les deux parties.
Cette convention a été paraphée par le ministre djiboutien de la télécommunication Abdi Youssouf Sougué et son homologue somalien Hassan Achour. Le ministre somalien était accompagné par le secrétaire d'État et le conseiller technique. Était également présent l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Adan Hassan Adan, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoué, et le directeur des postes par intérim. Le ministre somalien Hassan Achour a rappelé l'importance des relations qui existent entre les deux pays. Il a indiqué que les câbles sous-marins de la République de Djibouti partagent avec la Somalie et qui est situé à Haramou sert à améliorer les télécommunications de deux pays. Il s'est également réjoui de sa visite à Djibouti où il a participé à des différentes réunions. Également sa visite au sein du Premier ministre. Fin de citation. Pour sa part, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, n'a pas manqué de remercier son homologue somalien pour ses remarques de sa visite, d'autant que M. Hassan Achour, ministre somalien de la télécommunication, a précisé que la République de Djibouti œuvre dans tous les domaines avec la Somalie pour l'amélioration des conditions de vie de deux peuples. Je vous propose de les suivre. Bon, je félicite mon collègue Hassan Achour et ses proches collaborateurs, à commencer par le secrétaire d'État et son conseiller technique. Mes félicitations vont aussi à l'endroit du directeur général de Djibouti Telecom, du directeur par intérim de la Poste, des collaborateurs de la Poste et de Djibouti Telecom, sans oublier notre cher ambassadeur Adan Hassan Adan, qui a travaillé sans relâche pour que cette délégation puisse venir à Djibouti. Nous avions invité mon collègue de la Somalie pour qu'il vienne pour une mission de travail qui a duré 3 jours. Nous l'avons clôturé aujourd'hui avec une déclaration commune des accords qui se sont portés sur un certain nombre de points essentiels à la consolidation des partenariats entre les deux pays. C'est un début de travail bilatéral entre les deux ministères, celui de télécommunications de Djibouti et celui des télécommunications et de la technologie de la République fédérale de la Somalie. Ces premiers pas seront le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux pays frères. Également dans l'actualité de ce 15h, le second rapport sur la Convention des droits de l'enfant et de la Charte africaine a été présenté aujourd'hui par le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Cette présentation s'est faite en collaboration avec le bureau local de l'UNICEF à l'hôtel Les Acacias. Durant cette présentation, les responsables du département des droits de l'homme, du ministère de la Justice et celui des projets de l'UNICEF ont donné des explications sur tous les efforts menés dans ce domaine de protection des droits des enfants. Des films documentaires sur le bien-être des enfants ont été projetés lors de cet atelier. Écoutons Madame la représentante de l'UNICEF pour plus d'explications. Le dernier rapport de Djibouti remonte à 2007 et un certain nombre de recommandations ont été émises par le Comité des droits de l'enfant pour le pays en 2008. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement de Djibouti pour avoir engagé ce processus, qui n'est certes pas facile, car le processus de rapportage nécessite une mobilisation d'une panoplie d'acteurs, des entités ministérielles aux communautés elles-mêmes, en passant par les organisations de la société civile et des autres partenaires et amis du pays. D'ailleurs,
Le processus de consultation des organisations de la société civile et de la communauté a déjà débuté sur le terrain et a permis de recueillir un certain nombre d'éléments qui ne manqueront certainement pas de nourrir davantage ce rapport. Cette première séance de présentation est pour chacun de nous, tous ici présents, une opportunité d'apporter nos points de vue, nos appréciations, nos rajouts et modifications respectifs. L'objectif étant de s'assurer que le processus soit le plus inclusif et participatif possible. Toutefois, cette première mouture, qui est le fruit d'un certain nombre de consultations, de revues documentaires, nous offre déjà un aperçu global des avancées réalisées par le pays au cours des dernières années, mais aussi des défis auxquels les enfants restent confrontés. Et bien donc, dans une interview accordée à notre consoeur Makoua Abdi, le directeur de la législation et de la réforme du ministère de la Justice a retracé les étapes parcourues pour la protection des enfants et leur bien-être dans notre pays. L'atelier d'aujourd'hui concerne la présentation des deux rapports, on appelle ça des rapports périodiques. C'est des rapports qui concernent les droits de l'enfant. Un porte sur la Convention sur le droit de l'enfant et l'autre porte sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Pourquoi on prépare ces rapports? Donc, chaque fois qu'un État ratifie une convention, il y a une obligation de faire un reporting, c'est-à-dire l'État doit préparer un rapport où il va collecter tout ce qu'il a réalisé dans le cadre de cette convention. Et ce rapport est transmis au comité des droits de l'enfant. C'est-à-dire c'est un comité onusien, un comité d'experts indépendants qui va voir si l'État partie a respecté tous ses engagements. C'est vrai que ce n'est pas un tribunal, mais il y a un dialogue, c'est-à-dire ils vont dire, par exemple, ils vont dire il manque ceci, il manque cela, et ils vont formuler des recommandations. Donc les États qui sont déjà engagés vont suivre ces recommandations. Direction Assadjoug, où le lycée technique d'Ali Sabi a abrité jeudi dernier une cérémonie de remise de certificats de formation professionnelle. À noter que cette formation qui avait démarré en janvier s'est achevée le 30 avril dernier. À noter que quelques 85 jeunes, dont 25 filles, ont bénéficié de cette formation de 4 mois dans des domaines porteurs. Il s'agissait notamment de l'électricité, la mécanique, la soudure, la plomberie sanitaire, la maçonnerie, enfin le secrétariat informatique, et de nombreux officiels ont pris part à cette cérémonie, dont notamment Mohamed Humal Abbas et Daoud Saïd Gildoun, respectivement premier adjoint au préfet et vice-président du conseil régional. Notons également la participation de plusieurs notables de la région ainsi que des parents d'élèves. Le proviseur du lycée technique d'Ali Sabié s'est déclaré fier de remettre ses certificats à 85 participants aux différents modules de formation. Il a souligné l'engagement du MENFOP à accompagner les jeunes déscolarisés qui n'ont ni diplôme ni qualification à s'insérer plus facilement dans le tissu socio-économique du pays. De leur côté, les autorités locales et les parents d'élèves ont exprimé leur sincère remerciement à la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui offre ces formations gratuites aux jeunes de toutes les régions du pays. Passons à présent à l'actualité sur le continent africain. En Ouganda, les réfugiés venus du Sud-Soudan ont atteint le million de personnes, indiqué le Haut-Commissariat des réfugiés. Le nombre de réfugiés qui fuient le combat du Soudan du Sud a dépassé le million en Ouganda voisin, a annoncé jeudi le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui a lancé un nouvel appel à l'aide de la communauté internationale. Des dizaines de milliers de Soudanais du Sud ont été tués et des millions déplacés à cause d'un conflit qui s'est déclenché en décembre 2013, moins de 3 ans après l'indépendance du pays. Plus de 2 millions de Soudanais et du Sud au total ont fui dans le pays voisin, et 2 autres millions ont été déplacés à l'intérieur de ce jeune État. En Ouganda, quelques 1800 Soudanais du Sud sont arrivés chaque jour au cours des 12 derniers mois, a indiqué le HCR, précisant que plus de 85% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les autres fuient vers le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Les personnes arrivées récemment continuent de parler de violences barbares avec des groupes armés qui apparemment incendient des habitations avec des civils à l'intérieur, tuent des gens devant leur famille, se livrent avec des agressions sexuelles et enlèvent les garçons pour les enrôler de force, a rapporté le HCR dans un
communiqué. L'agence de l'ONU a averti qu'avec l'arrivée des réfugiés par milliers, la quantité d'aide que nous pouvons distribuer diminue de jour en jour. Le HCR estime qu'il y aura besoin de 674 millions de dollars cette année pour aider les réfugiés en Ouganda, mais déplore que seul un cinquième de ce montant est donc jusqu'à là arrivé. Le programme alimentaire mondial a de son côté été forcé en juin de diminuer de moitié les rations distribuées aux réfugiés du Soudan du Sud en Ouganda. Au Sierra Leone, après la catastrophe, l'aide internationale arrive. Les pays donc frappés lundi par une coulée de boue qui a fait des centaines de morts commencent à recevoir l'aide de la communauté internationale. Les enterrements collectifs commencent donc aujourd'hui en Sierra Leone alors que le pays pleure encore les centaines de morts dont beaucoup n'ont pas encore été identifiés, provoqués par les coulées de boue et les inondations qui ont frappé Freetown, sa capitale, tôt donc lundi matin. Les drapeaux ont été mis en berne pour une semaine de deuil national sur les bâtiments publics du pays. L'aide internationale a commencé à arriver 48 heures après la catastrophe pour aider les milliers de survivants désormais sans abri. Et les efforts se poursuivent pour retrouver les corps de 600 disparus, parfois à l'aide d'engins de chantier, parfois avec des outils de fortune. Les messages de condoléances et de solidarité se sont multipliés dans ceux de dirigeants des pays voisins. Le président de la Guinée, le chef de l'Union africaine Alpha Condé, qui a effectué mardi une visite à Freetown, a lancé un appel à la mobilisation internationale pour la Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres au monde. Nous sommes donc débordés, avait reconnu mardi très ému le chef de l'État Ernest Bai Koroma lors d'une visite à Régente. Et l'aide internationale commence à arriver. L'ambassade d'Israël au Sénégal a envoyé 20 000 portions de nourriture et l'eau propre et des couvertures et d'autres produits nécessaires vont suivre. Le programme alimentaire mondial de l'ONU a également commencé à distribuer de l'aide de 7 500 personnes, tandis que le Royaume-Uni participe à la coordination des opérations avec les autorités de son ancienne colonie indépendante depuis 1961. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est le Focus avec Ahmed Hamad. Bienvenue donc pour ces minutes du Focus. Ahmed Hamad nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Ali. Et donc nous commençons avec cette prestation inouïe des hommes de Zinedine Zidane. C'était hier soir lors du Super Classico donc avec le Barça. Effectivement, Ali, le Real Madrid donc a remporté hier soir la Supercoupe d'Espagne aux dépens d'un FC Barcelone peu inspiré, 2-0 au stade Santiago Bernabéu à Madrid. Zinedine Zidane décroche ainsi son 7e trophée depuis sa nomination comme entraîneur. Et de 7 donc pour Zinedine Zidane, son Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Espagne aux dépens d'un Barcelone fantomatique hier soir au stade de Santiago Bernabéu, confirmant ainsi sa nette victoire du match aller 3-1 et décrochant le 7e trophée de l'ère Zizou. Largement donc supérieur en première période, le Real qui jouait à domicile a marqué par Marco Asensio à la 4e minute, puis Karim Benzema à la 39e minute pour assommer un Barça en pleine crise et toujours aussi déboussolé depuis la perte de son attaquant brésilien Neymar parti au Paris Saint-Germain. Mais dans ce match à horaire tardif, entamé donc hier soir et achevé tôt ce jeudi matin, on a ressenti comme une passation de pouvoir, Ali. Comme si l'ère triomphale du Barça, vainqueur de 4 Ligues de Champions entre 2006 et 2015, s'effaçait pour laisser place à celle du Real, lauréat de la championne de la C1 en 2014, 2016, 2017, les deux dernières avec Zidane sur le banc. Et sous la direction du Français, cela fait 68 matchs officiels consécutifs que le Real marque au moins un but par rencontre. Et si l'équipe merengue tient ce rythme d'enfer, on voit mal qui pourrait lui tenir tête cette saison. Et ce match donc s'est passé avec l'absence de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, c'était donc deux attaquants vedettes. Oui. À la place, on avait Lucas Vazquez et ce prodige espagnol, en l'occurrence Asensio. Merci Ahmed pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bien suivi des programmes sur Télé Djibouti.